Donc moi, je vais vous embarquer, pas dans l'univers, comme tout à l'heure, mais sur un autre continent. Donc, je ne sais pas combien d'entre vous sont au courant de ce qui s'est passé pendant la dernière année politiquement au Moyen-Orient, mais il y a eu d'énormes changements, et le pays où tout a commencé, happened to be la Tunisie. Donc, quelque part, c'est ça ce qui s'est passé chez nous. Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve, mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. Alors, chez nous, c'était un peu, le premier rêve, c'était le cauchemar, et on a fini par arriver à un véritable rêve. Donc, quand la Tunisie, donc, pour ceux qui ne savent pas trop où ça se situe, dans le nord de l'Afrique, pour revenir en arrière de ce qu'elle vient de dire, en fait, juste au lendemain de la révolution tunisienne, j'ai décidé de créer donc, cette association avec d'autres amies tunisiennes qui s'appelle Engagement citoyen, et donc je suis surtout là à ce titre aujourd'hui. Donc le 11 janvier 2011, toutes les télés du monde entier étaient en train de relayer des images de la chute du président, du dictateur Ben Ali, et c'était comme un rêve inespéré qui se réalisait. Personne n'y croyait, tout le monde le souhaitait, mais on n'osait même plus y croire. Donc, quelque part, quand c'est arrivé, pour nous, c'était la preuve que finalement la rue tunisienne s'était soulevée, avait réussi à mettre fin à son régime de 23 ans. Alors, nous, on dit un régime dictatorial. Pendant 23 ans, Ben Ali était au pouvoir, et pendant ces 23 années-là, il ne faisait pas forcément bon vivre en Tunisie pour quelqu'un qui avait envie de pouvoir exprimer ses opinions, de pouvoir lire une presse libre, de pouvoir être un entrepreneur, ou tout simplement de pouvoir exercer son droit de vote pour changer le régime au moment des élections. Donc en gros, les Tunisiens s'étaient soulevés contre Ben Ali, mais pourquoi? Il y a eu un jeune, donc Mohamed Bouazizi, que je vais vous présenter là. Ce jeune homme s'est immolé sur la place publique dans un petit village qui s'appelle Sidi Bouzid en Tunisie, parce qu'il était excédé. Il avait des diplômes qui ne valaient rien. Pour essayer de gagner sa vie, il était devenu vendeur de légumes. Et ce jour-là, encore une fois, on était venu lui confisquer ses légumes et on lui demandait de payer. Donc c'était généralement la police ou des gens du système. Et donc Bouazizi s'était immolé et il a fini par mourir de ses blessures. Et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les Tunisiens spontanément sont descendus dans la rue pour témoigner leur soutien à Bouazizi et pour exprimer cette exaspération avec le régime qui était en place en Tunisie. Et ils ont spontanément, surtout à Tunis, dans les capitales, les deux slogans qui étaient récurrents pendant les 2 ou 3 jours de manifestations pacifiques de leur côté dans la rue, c'était « Dégage » et l'autre c'était « Dignité, emploi, démocratie ». Donc en fait, cette révolution, contrairement à ce qu'on peut voir maintenant, n'a jamais été fait au nom d'une religion ou d'un islam. C'est vraiment essentiellement les jeunes qui voulaient avoir un espoir pour un avenir meilleur, soutenus par les autres qui avaient extrêmement peur. Les Tunisiens vivaient dans la peur. Il n'y avait pas un journal qui n'était pas censuré, il n'y avait pas un journaliste qui pouvait s'exprimer librement, on ne pouvait pas créer sa société comme on voulait, à moins de prendre des partenaires qui étaient proches du régime. Les diplômes valaient de moins en moins quelque chose en Tunisie. Donc tu allais à l'école, tu allais à la fac et tu n'avais aucune débouchée au bout. Et surtout, les riches devenaient de plus en plus riches et tous les autres de plus en plus pauvres. Donc quelque part, le désespoir était tel, les gens étaient excédés et ils n'avaient aucun moyen d'exprimer cette frustration parce que les élections étaient truquées d'avance. Donc pour finir, au bout de 3 jours de mobilisation massive dans la rue, alors la police a été mobilisée, ils ont tiré sur les gens, il y a eu énormément d'intimidation, mais les gens ne se sont pas laissés démonter. Et quand Ben Ali, le 3e jour, ils ont commencé à marcher sur le palais présidentiel, il a demandé aux militaires d'intervenir et de tirer sur la foule, et les généraux ont refusé. Et à ce moment-là, il ne savait plus quoi faire pour sauver sa peau. Il a fini par quitter en l'espace d'un après-midi dans son avion privé pour aller demander asile politique en Arabie Saoudite, où il vit toujours. Donc, ça pour la petite histoire, le background récent. Ce en quoi la Tunisie s'est toujours distinguée, c'est le statut de la femme. Contrairement à la plupart des pays arabes où le statut de la femme n'est pas du tout un statut moderne comme on l'aurait
dans les pays occidentaux ici. La Tunisie a eu son premier président, donc juste après l'indépendance du régime colonial français, c'était Habib Bourguiba. Pour lui, c'était évident que pour construire un pays, il fallait que les hommes et les femmes puissent travailler main dans la main. Et donc, dès 1956, il a donné des droits aux femmes tunisiennes qui sont similaires à ceux qu'on a ici au Canada ou aux États-Unis. Le droit au travail, le droit de vote, l'éducation obligatoire, mais aussi le droit à la contraception, le droit à l'avortement, le droit au divorce, alors que le 3/4 des pays arabes, tous ces droits-là pour les femmes n'existent pas. Et généralement, on a encore la polygamie, c'est-à-dire qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, il peut répudier sa femme, mais une femme ne peut pas demander le divorce. Et certains pays, comme l'Arabie Saoudite, par exemple, une femme n'a toujours pas le droit de sortir dans la rue en n'étant pas voilée, elle n'a même pas le droit de conduire sa voiture. Donc, pour vous dire l'écart qu'il y avait entre les Tunisiennes et les femmes du reste du monde arabe, dont on faisait l'envie. Donc, au lendemain de la Révolution, tout le monde était au début, on n'y croyait pas. C'était comme un rêve, tout le monde était euphorique, mais bon, au bout de 2 semaines, tout ça se pose et puis les affaires courantes doivent continuer. Il a fallu trouver un gouvernement de transition et puis de voir comment on s'organise pour s'engager sur cette voie de la démocratisation, qui serait un processus plus ou moins long. Et par démocratisation, donc c'est ce que les jeunes avaient demandé, c'est d'avoir un régime qui représente la volonté du peuple, des élections régulières qui ne soient pas truquées. Donc les Tunisiens, je crois que c'était en février, fin février, avait décidé qu'on ne passerait pas directement à des élections présidentielles, mais qu'il fallait faire table rase de tout ce qui s'était fait avant et qu'on allait réécrire la Constitution. La Constitution, c'est la loi fondamentale qui régit un pays, mais c'est aussi les garde-fous pour les abus. Donc, il fallait élire une Assemblée nationale constituante. C'est des parlementaires qui sont chargés donc, de rédiger en l'espace d'1 an, normalement, cette nouvelle constitution. Et la date avait été fixée initialement en juin, et puis repoussée parce que c'était impossible d'organiser des élections à l'échelle nationale en si peu de temps, ça a été repoussé à octobre. Donc, c'est à ce moment-là que Engagement Citoyen a été créé, parce qu'on s'est dit, bon, le risque dans nos pays, ou au Moyen-Orient, c'est quand même... On a une grande partie des sociétés qui peuvent être plus conservatrices et à tendance islamiste, donc où c'est des partis qui se basent sur une rhétorique religieuse. Dans le cas de l'islam, ça pouvait jouer contre le droit des femmes. Donc il ne fallait surtout pas que cette révolution, à terme, débouche sur une potentielle majorité des islamistes ou des frères musulmans, et que finalement les droits que ces femmes tunisiennes avaient depuis 1956 puissent être évoqués et qu'on se retrouve sur le carreau à recommencer à zéro et finalement à devoir perdre nos droits. Donc notre association est partie de là. Ma copine m'a appelée. Moi, je travaillais dans les médias et j'avais été partie m'installer à New York en 1995 parce que tu ne pouvais pas travailler dans les médias en Tunisie. Et elle était dans la pub et psychiatre. Elle m'appelle, elle me dit, écoute, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Si on ne fait pas quelque chose pour que les femmes prennent conscience de leur rôle dans la société, qu'elles doivent activement participer au processus politique, mais aussi se battre pour qu'on ne leur prenne pas les droits, on risque de se faire avoir. Et donc, bon, qu'est-ce que tu fais? C'est février, les élections sont dans 3 mois. Nous, on partait du principe, on pouvait faire une campagne média, des spots à la radio, à la télé pour essayer de faire passer les messages. Mais dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est on est descendu dans la... On est parti dans les usines, dans les écoles, dans les facs pour essayer d'informer les gens. Là, je vous montre encore un peu des images de ce qui s'est passé en Tunisie pendant ces journées-là. Mais pendant que nous, on allait expliquer aux gens qu'est-ce que c'est qu'une assemblée constituante, la Constitution, pourquoi c'est important d'aller voter, parce que finalement, une démocratie tombe et s'il n'y a pas des élections qui tiennent la route et qui ne soient pas représentatives. Pendant ce temps-là, la vie politique battait son plein en Tunisie. Traditionnellement, c'est ce qu'on a vu historiquement dans beaucoup de pays, au lendemain d'une révolution, surtout quand il y avait un régime très fort comme ça qui muselait tout le monde et qu'il n'y avait pas de parti d'opposition, voire de parti politique à part le parti Fortou. Il y a eu une espèce d'effervescence et tout d'un coup on s'est retrouvé avec 104 partis politiques que personne
forcément personne ne connaissait, personne ne comprenait, qui n'ont pas eu le temps de faire campagne, à part un parti qui était plus connu, et c'est celui de Ennahda, le Renouveau, qui était le parti islamiste, qui avait toujours existé parce que c'était en gros la seule opposition qui avait existé au régime de Ben Ali. Donc, avec les 104 partis, des débats à la télé où les gens ne comprenaient plus rien, quand on arrivait, que ce soit à la fac ou dans les usines, les gens nous disaient « Mais madame, dites-nous pour qui voter, c'est maintenant qu'on comprend comment fonctionne le nouveau système de vote et pourquoi on va voter. Mais pour qui on vote ?» On ne comprenait rien. Il y avait une confusion énorme. Et donc c'est là où on a réalisé que la tâche était beaucoup plus large que de juste éduquer ou conscientiser les femmes tunisiennes. C'était toute la société tunisienne, parce qu'il n'y a aucun vécu démocratique. Les gens n'avaient jamais eu la possibilité d'avoir une réflexion politique ou de l'exprimer. Quand on s'est rendu compte, à une dizaine de jours avant les élections, que les gens étaient dans une telle confusion qu'en gros, ils n'allaient pas voter parce qu'ils ne savaient toujours pas pour qui ils allaient voter, là, on a commencé à s'affoler, on a dit, bon, nos campagnes pour inciter les gens à voter, c'est une chose, mais là, il faut qu'on provoque une espèce d'électrochoc, parce que sinon, on risque de retomber dans un régime fort ou dictatorial, et de rater ces premières élections historiques qui allaient être pour la première fois transparentes et libres. Et donc, on a conçu une campagne choc pour essayer de provoquer un électrochoc dans la société tunisienne. On va regarder la vidéo ensemble, rassurez-vous, c'est pas en arabe, ça devrait être à votre portée. Ce qui est en arabe, c'est sous-titré, et puis je vous expliquerai après derrière le concept. Alors, en gros, on ne savait pas pour qui on allait voter, donc la seule chose qu'on savait, c'est qu'on ne voulait pas la même chose. Donc quelque part, on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc très fort pour remettre les gens devant l'ancien démon, le dictateur Ben Ali. Donc ça, on a tourné le dimanche, donc les élections étaient le dimanche 23 octobre, on a tourné le dimanche précédent. On avait monté donc le poster de Ben Ali, son portrait, là où il était accroché avant sur l'un des remparts de la ville pendant la nuit. Et le dimanche matin au réveil, en allant au café ou au marché, les gens se sont retrouvés face à face avec son portrait, d'où la réaction. Ça, rien n'était mis en scène. On avait des caméras, 5 caméras, qui filmaient simplement la réaction des gens. On n'a pas besoin de comprendre pour voir l'affolement initial et le soulagement à la fin quand ils ont réalisé que c'était une campagne de communication. Et la campagne a eu... Nous, on n'avait plus les moyens d'acheter des espaces à la télé ou à la radio. Donc, on a uniquement utilisé l'Internet. On l'a viralisé sur Internet. Ça a fait un buzz colossal. En l'espace de 48 heures, il y avait quelque chose comme 2 millions de personnes qui l'avaient vue. Et elle a été reprise dans toute la presse nationale et internationale. CNN, Al Jazeera, Reuters, you name it, everyone. Mais jamais on pensait qu'un truc comme ça pouvait arriver. Et en gros, concrètement, elle a réussi, on a relevé le pari qu'on s'était donné, parce que le mardi, donc avant les élections, les intentions de vote
était de 55%, et le dimanche, 87% des Tunisiens sont allés voter. Donc, quelque part, c'était un sujet, c'était un succès colossal. Et on a été, donc, à part ce qu'on a réussi à faire sur le moment, la campagne, par la suite, a eu, moi je l'appelle la deuxième vie de la campagne, parce qu'en fait, c'est les milieux de la publicité internationale qui s'en sont emparés. Et entre-temps, on a gagné l'équivalent des Oscars de la pub 5 Clio Awards, on a gagné des Lions d'Or à Cannes, on a gagné 11 Lynx à Dubaï, le prix TED pour la meilleure pub engagée. Et donc, quelque part, elle a eu un impact énorme, comme avec une idée très simple. On peut mobiliser les gens et faire une différence. Et c'est un peu l'histoire de notre association. Je veux dire, on est 5 femmes avec des backgrounds toutes différents. On a tous, on n'avait pas votre âge, on était plus âgés, on n'a jamais été activistes politiques ou quoi que ce soit. Mais quelque part, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On essaye de faire ce qu'on peut faire à notre niveau et on s'implique. Et c'est le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que, bon, là, nous, en l'occurrence, on a eu un super succès, on est très fiers de ce qui s'est passé, mais on a surtout appris aussi que, d'abord, il ne faut pas avoir peur de viser très haut et de foncer. Souvent, une fois que tu y crois très fort, les choses finissent par arriver, ou en tout cas, on peut faire bouger les choses. La deuxième chose qu'on a appris, c'est que la démocratie n'est pas acquise par un simple vote. Et je pense que les pays du Moyen-Orient en sont un bon exemple. C'est un long processus. Ici en Europe et aux États-Unis, ça a mis jusqu'à 200 ans. C'est un long processus qui est souvent juché d'entrave. Il y a beaucoup de gens qui sont très réticents dans nos pays, surtout, à ce que ça aille dans ce sens-là. Et donc, il faut continuer à se battre. Moi, ce qu'on a appris aussi, c'est que la liberté, c'est pas un cadeau. Qu'il faut la mériter et se battre tous les jours pour la défendre. Et ça, que ce soit ici ou ailleurs. Chez nous, peut-être a fortiori encore plus, mais quelque part, ça s'applique à l'Occident aussi. C'est quelque chose qui peut être évoqué, interprété, ou mal utilisé. Et donc, quelque part, la liberté, il faut la mériter, il faut la défendre, et puis il ne faut jamais perdre de vue qu'elle a une fille qui s'appelle la tolérance et un fils qui s'appelle le respect. Et si ces choses-là ne viennent pas ensemble, on risque d'avoir des abus. J'imagine que certains d'entre vous ont suivi ce qui s'est passé dernièrement avec le film qui a fait un tollé sur Internet, qui a insulté les musulmans et qui a justifié au Moyen-Orient des réactions qui sont absolument inacceptables aussi. Mais c'est ça aussi, la liberté, c'est aussi la responsabilité. L'autre message que j'avais envie de vous faire passer, c'est que quelque part, la liberté d'expression, c'est quasiment un acquis aujourd'hui. Vous êtes tous des reporters en herbe. On a tous le réflexe, dès qu'on voit un truc, on est là avec nos téléphones portables à faire la petite vidéo ou la photo, à le poster sur Facebook, Internet, les réseaux sociaux. Quelque part, c'est des outils que les générations précédentes n'avaient pas. Et donc, c'est un des points de la liberté pour lequel je m'inquiète le moins, c'est un acquis. C'est à vous de savoir en faire un usage intelligent et responsable. Mais vous pouvez tous jouer un rôle dans la diffusion d'informations, le partage des connaissances, mais aussi, il faut s'en servir, et ça, je reviens un peu à ce que disait, je crois, Joël, elle s'appelait, il faut que ce monde soit enrichi par nos différences, et ça passe par le respect et la tolérance, et que ça ne soit pas quelque chose qui puisse justifier notre division. Et malheureusement, c'est souvent le cas aujourd'hui. Et pour finir, bon, ça c'était alors donc, le jour des élections, pour vous dire, je n'ai pas menti, 87% des gens ils faisaient la queue pendant 6 heures, la première fois de leur vie où ils pouvaient voter. Une femme qui exerce son droit de vote. Et pour finir, j'aimerais finir avec une citation de Goethe. Quoi que vous pensiez ou croyez pouvoir faire, faites-le. L'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. Et si ça pouvait être votre leitmotiv pour les 20 années prochaines, allez-y, foncez. Chacun d'entre nous a quelque chose qui lui tient à cœur, et chacun d'entre nous croit à certaines valeurs, idées, que ce soit le sport, politique, dans la vie civile, l'environnement. Allez-y, engagez-vous, foncez. La preuve que ça marche, c'est que
c'est notre histoire. Donc je vous laisse là-dessus.